Quatrième partie, l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. Chapitre 1. La promesse d'Éponine. Marius avait assisté au dénouement inattendu du guet-apens, sur la trace duquel il avait mis Javert. Mais à peine Javert avait-il quitté la masure, emmenant ses prisonniers dans 3 fiacres, que Marius, de son côté, se glissa hors de la maison et alla chez Courfeyrac. Courfeyrac n'était plus l'imperturbable habitant du quartier latin. Il était allé demeurer rue de la Verrerie, pour des raisons politiques. Ce quartier était de ceux où l'insurrection dans ce temps-là s'installait volontiers. Marius dit à Courfeyrac : « Je viens coucher chez toi. » Courfeyrac tira un matelas de son lit, qui en avait 2, l'étendit à terre et dit : « Voilà. » Le lendemain, dès 7 heures du matin, Marius revint à la masure, paya le terme et ce qu'il devait à Mame Burgon, fit charger sur une charrette à bras ses livres, son lit, sa table, sa commode et ses 2 chaises, et s'en alla sans laisser son adresse, si bien que lorsque Javert revint dans la matinée afin de questionner Marius sur les événements de la veille, il ne trouva que Mame Burgon qui lui dit « déménager ». Un mois s'écoula, puis un autre. Marius était toujours chez Courfeyrac. Il avait su par un avocat stagiaire, promeneur habituel de la salle des pas-perdus, que Thénardier était au secret. Tous les lundis, Marius faisait remettre au greffe de la Force 5 francs pour Thénardier. Marius était navré. Tout était de nouveau rentré dans une trappe. Il ne voyait plus rien devant lui. Sa vie était replongée dans ce mystère où il errait à tâtons. Le triomphe de Javert dans la masure Gorbeau avait semblé complet, mais ne l'avait pas été. D'abord, et c'était là son principal souci, Javert n'avait point fait prisonnier le prisonnier. L'assassiné qui s'évade est plus suspect que l'assassin. Et il est probable que ce personnage, si précieuse capture pour les bandits, n'était pas de moins bonne prise pour l'autorité. Ensuite, Montparnasse avait échappé à Javert. Quant à Marius, dont Javert avait oublié le nom, Javert y tenait peu. Marius n'allait plus chez personne. Un matin, il avait été s'asseoir sur le parapet de la rivière des Gobelins. Un gai soleil pénétrait les feuilles fraîches épanouies et toutes lumineuses. Il songeait à elle. Tout à coup, au milieu de son extase accablée, il entendit une voix connue qui disait « Tiens, le voilà !» Il leva les yeux et reconnut cette malheureuse enfant qui était venue un matin chez lui, l'aînée des filles Thénardier, Éponine. Elle fut quelques moments comme si elle ne pouvait parler. « Je vous rencontre donc » dit-elle enfin. « Comme je vous ai cherché. Si vous saviez. Savez-vous cela ? J'ai été au bloc. 15 jours. Ils m'ont lâché, vu qu'il n'y avait rien sur moi et que d'ailleurs je n'avais pas l'âge du discernement. Il s'en fallait de 2 mois. Oh, comme je vous ai cherché. Voilà 6 semaines. Vous ne demeurez donc plus là-bas ? Non, dit Marius. Ah, je comprends, à cause de la chose. C'est désagréable, ces esbroufs-là. Vous avez déménagé. Marius ne répondit pas. Elle reprit avec une expression qui s'assombrissait peu à peu. Vous n'avez pas l'air content de me voir. Si je voulais, pourtant, je vous forcerais bien d'avoir l'air content. Quoi ? demanda Marius. Elle regarda Marius dans le blanc des yeux et lui dit « J'ai l'adresse ». Marius sauta du parapet où il était assis et lui prit éperdument la main. « Ah, eh bien, mais conduis-moi, demande-moi tout ce que tu voudras. Où est-ce ?»« Venez avec moi, répondit-elle. Je ne sais pas bien la rue et le numéro, c'est de l'autre côté d'ici, mais je connais la maison, je vais vous conduire. » Chapitre 2. La maison à secret. Vers le milieu du siècle dernier, un bourgeois fit construire une petite maison, faubourg Saint-Germain, dans la rue Plumet. Cette maison se composait d'un pavillon à un seul étage, 2 salles au rez-de-chaussée, 2 chambres au premier, en bas une cuisine, en haut un boudoir, sous le toit un grenier, le tout précédé d'un jardin avec large grille donnant sur la rue. Ce logis communiquait par derrière par une porte masquée et ouvrant à secret, avec un long couloir étroit, pavé sinueux, à ciel ouvert, bordé de 2 hautes murailles, lequel, perdu entre les clôtures des jardins, allait aboutir à une autre porte également à secret, qui s'ouvrait à demi-quart de lieue de là, presque dans un autre quartier, à l'extrémité solitaire de la rue de Babylone. Au mois d'octobre 1829, un homme d'un certain âge avait loué la maison.
il avait fait rétablir les ouvertures à secret des 2 portes de ce passage. Le nouveau locataire avait ordonné quelques réparations, et enfin était venu s'installer avec une jeune fille et une servante âgée, sans bruit, plutôt comme quelqu'un qui se glisse que comme quelqu'un qui entre chez soi. Les voisins n'en jasèrent point, par la raison qu'il n'y avait pas de voisins. Ce locataire était Jean Valjean, la jeune fille était Cosette. La servante était une fille appelée Toussaint. Elle était vieille, provinciale et bègue, 3 qualités qui avaient déterminé Jean Valjean à la prendre avec lui. Il avait loué la maison sous le nom de Monsieur Fauchelevent, rentier. Pourquoi Jean Valjean avait-il quitté le couvent du Petit Picpus ? Jean Valjean était heureux dans le couvent, si heureux que sa conscience finit par s'inquiéter. Il voyait Cosette tous les jours, il sentait la paternité naître et se développer en lui de plus en plus. Il couvait de l'âme cet enfant. Il se disait qu'elle était à lui, que rien ne pouvait la lui enlever, que cela serait ainsi indéfiniment, que certainement elle se ferait religieuse, qu'ainsi le couvent était désormais l'univers pour elle comme pour lui, qu'enfin, ravissante espérance, aucune séparation n'était possible. En réfléchissant à ceci, il s'interrogea. Il se disait que cet enfant avait le droit de connaître la vie avant d'y renoncer, que lui retrancher d'avance, et en quelque sorte sans la consulter, toutes les joies sous prétexte de lui sauver toutes les épreuves, profiter de son ignorance et de son isolement pour lui faire germer une vocation artificielle, c'était dénaturer une créature humaine et mentir à Dieu. Une fois sa détermination arrêtée, il attendit l'occasion. Elle ne tarda pas à se présenter. Le vieux Fauchelevent mourut. Jean Valjean demanda audience à la révérende prieure et lui dit qu'ayant fait à la mort de son frère un petit héritage qui lui permettait de vivre désormais sans travailler, il quittait le service du couvent et emmenait sa fille. C'est ainsi que Jean Valjean sortit du couvent de l'adoration perpétuelle. Il découvrit la maison de la rue Plumet et s'y blottit. Il était désormais en possession du nom d'Ultime Fauchelevent. En même temps, il loua 2 autres appartements dans Paris, afin de moins attirer l'attention que s'il fût toujours resté dans le même quartier, de pouvoir faire au besoin des absences à la moindre inquiétude qui le prendrait, et enfin de ne plus se trouver au dépourvu comme la nuit où il avait miraculeusement échappé à Javert. Ces 2 appartements étaient 2 logis fort chétifs et d'apparence pauvre, dans 2 quartiers très éloignés l'un de l'autre, l'un rue de l'Ouest, l'autre rue de l'Homme Armé. Tous les jours, Jean Valjean prenait le bras de Cosette et la menait promener. Il la conduisait au Luxembourg, dans l'allée la moins fréquentée, et tous les dimanches à la messe, toujours à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, parce que c'était fort loin. Monsieur Fauchelevent, rentier, était de la garde nationale. Il avait pu échapper aux mailles étroites du recensement de 1831. Les renseignements municipaux, pris à cette époque, étaient remontés jusqu'au couvent du Petit Picpus, sorte de nuée impénétrable et sainte, d'où Jean Valjean était sorti vénérable aux yeux de sa mairie, et par conséquent digne de monter sa garde. 3 ou 4 fois l'an, Jean Valjean endossait son uniforme et faisait sa faction. Jean Valjean venait d'atteindre ses 60 ans, mais il n'en paraissait pas plus de 50. Il n'avait pas d'état civil. Il cachait son nom, il cachait son identité, il cachait son âge, il cachait tout. Ressembler au premier venu qui paye ses contributions, c'était là toute son ambition. Cet homme avait pour idéal, au-dedans, l'ange, au-dehors, le bourgeois. Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit « Tiens !» Il lui semblait presque qu'elle était jolie. Ceci la jeta dans un trouble singulier. Jusqu'à ce moment, elle n'avait point songé à sa figure, et puis on lui avait souvent dit qu'elle était laide. Jean Valjean seul disait doucement « Mais non, mais non !» Voici que tout d'un coup, son miroir lui disait comme Jean Valjean « Mais non !» Elle ne dormit pas de la nuit. Elle était belle et jolie, sa taille s'était faite, sa peau avait blanchi, ses cheveux s'étaient lustrés, une splendeur inconnue s'était allumée dans ses prunelles bleues. La conscience de sa beauté lui vint tout entière, en 1 minute, comme un grand jour qui se fait. Les autres la remarquaient d'ailleurs.
De son côté, Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serrement de cœur. C'est qu'en effet, depuis quelque temps, il contemplait avec terreur cette beauté qui apparaissait chaque jour plus rayonnante sur le doux visage de Cosette. Aube riante pour tous, lugubre pour lui. Dès le lendemain du jour où elle s'était dit « Décidément, je suis belle », Cosette fit attention à sa toilette. À partir de ce moment, il remarqua que Cosette, qui autrefois demandait toujours à rester, disant « Père, je m'amuse mieux ici avec vous », demandait maintenant toujours à sortir. En effet, à quoi bon avoir une jolie figure et une délicieuse toilette si on ne les montre pas ? Ce fut à cette époque que Marius, après 6 mois écoulés, la revit au Luxembourg. Chapitre 3. Peur de Cosette. Dans la première quinzaine d'avril, Jean Valjean fit un voyage. Cela lui arrivait de temps en temps, à de très longs intervalles. Il restait absent 1 ou 2 jours au plus. Où allait-il ? Personne ne le savait, pas même Cosette. C'était en général quand l'argent manquait à la maison que Jean Valjean faisait ses petits voyages. Jean Valjean était donc absent. Il avait dit « Je reviendrai dans 3 jours ». Le soir, Cosette était seule dans le salon. Pour se désennuyer, elle avait ouvert son piano-orgue et elle s'était mise à chanter. Quand elle eut fini, elle demeura pensive. Tout à coup, il lui sembla qu'elle entendait marcher dans le jardin. Il était 10 heures du soir. Elle alla près du volet du salon qui était fermé et y colla son oreille. Il lui parut que c'était le pas d'un homme et qu'on marchait très doucement. Elle monta rapidement au premier dans sa chambre, ouvrit un vasistas percé dans son volet et regarda dans le jardin. C'était le moment de la pleine lune, on y voyait comme s'il eût fait jour. Il n'y avait personne. Elle ouvrit la fenêtre. Le jardin était absolument calme, et tout ce qu'on apercevait de la rue était désert comme toujours. Cosette pensa qu'elle s'était trompée, et n'y songea plus. Le lendemain, moins tard, à la tombée de la nuit, elle se promenait dans le jardin. Au milieu des pensées confuses qui l'occupaient, elle croyait bien percevoir par instants un bruit pareil au bruit de la veille, mais elle se disait que rien ne ressemble à un pas qui marche dans l'herbe, comme le froissement de 2 branches qui se déplacent d'elles-mêmes, et elle n'y prenait pas garde. Elle ne voyait rien d'ailleurs. Elle sortit de la broussaille. Il lui restait à traverser une petite pelouse verte pour regagner le perron. La lune qui venait de se lever par derrière elle projeta, comme Cosette sortait du massif, son ombre devant elle sur cette pelouse. Cosette s'arrêta terrifiée. À côté de son ombre, la lune découpait distinctement sur le gazon une autre ombre singulièrement effrayante et terrible, une ombre qui avait un chapeau rond. Elle fut une minute sans pouvoir parler, ni crier, ni appeler, ni bouger, ni tourner la tête. Enfin, elle rassembla tout son courage et se retourna résolument. Il n'y avait personne. Elle regarda à terre. L'ombre avait disparu. Elle rentra dans la broussaille, fureta hardiment dans les coins, alla jusqu'à la grille et ne trouva rien. Elle se sentit vraiment glacée. Était-ce encore une hallucination ? Le lendemain, Jean Valjean revint. Cosette lui conta ce qu'elle avait cru entendre et voir. Jean Valjean devint soucieux. « Ce ne peut être rien, » lui dit-il. Il la quitta sous un prétexte et alla dans le jardin, et elle l'aperçut qui examinait la grille avec beaucoup d'attention. Dans la nuit, elle se réveilla. Cette fois, elle était sûre. Elle entendait distinctement marcher tout près du perron au-dessous de sa fenêtre. Elle courut à son vasistas et l'ouvrit. Il y avait en effet dans le jardin un homme qui tenait un gros bâton à la main. Au moment où elle allait crier, la lune éclaira le profil de l'homme. C'était son père. Jean Valjean passa dans le jardin cette nuit-là et les 2 nuits qui suivirent. Cosette le vit par le trou de son volet. La 3e nuit, la lune décroissait et commençait à se lever plus tard. Il pouvait être 1 heure du matin. Elle entendit un grand éclat de rire et la voix de son père qui l'appelait. « Cosette !» Elle se jeta à bas du lit, passa sa robe de chambre et ouvrit sa fenêtre.
Son père était en bas sur la pelouse. « Je te réveille pour te rassurer, dit-il. Regarde, voici ton ombre en chapeau rond. » Et il lui montrait sur le gazon une ombre portée que la lune dessinait et qui ressemblait en effet assez bien au spectre d'un homme qui eut un chapeau rond. C'était une silhouette produite par un tuyau de cheminée en tôle, à chapiteau, qui se levait au-dessus d'un toit voisin. Jean Valjean redevint tout à fait tranquille. Quant à Cosette, elle ne s'interrogea point sur cette singularité d'un tuyau de poêle qui craint d'être pris en flagrant délit et qui se retire quand on regarde son ombre. Cosette se rasséréna pleinement. À quelques jours de là, cependant, un nouvel incident se produit. Dans le jardin, près de la grille sur la rue, il y avait un banc de pierre défendu par une charmille, du regard des curieux, mais auquel pourtant, à la rigueur, le bras d'un passant pouvait atteindre à travers la grille et la charmille. Un soir de ce même mois d'avril, Jean Valjean était sorti. Cosette, après le soleil couché, s'était assise sur ce banc. Le vent rafraîchissait dans les arbres. Cosette songeait. Une tristesse sans objet la gagnait peu à peu. Cosette se leva, fit lentement le tour du jardin, marchant dans l'herbe inondée de rosée. Puis elle revint au banc. Au moment de s'y rasseoir, elle remarqua à la place qu'elle avait quittée une assez grosse pierre qui n'y était évidemment pas l'instant d'auparavant. Il y avait dessous quelque chose qui ressemblait à une lettre. C'était une enveloppe de papier blanc. Cosette s'en saisit. Il n'y avait pas d'adresse d'un côté, pas de cachet de l'autre. Cosette tira de l'enveloppe ce qu'elle contenait. Un petit cahier de papier, dont chaque page était numérotée et portait quelques lignes écrites d'une écriture assez jolie, pensa Cosette. Cosette chercha un nom, il n'y en avait pas. Une signature, il n'y en avait pas. À qui cela était-il adressé ? À elle, probablement, puisqu'une main avait déposé le paquet sur son banc. De qui cela venait-il ? Voici ce qu'elle lut. La réduction de l'univers à un seul être, la dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu, voilà l'amour. L'avenir appartient encore bien plus au cœur qu'aux esprits. Aimer, voilà la seule chose qui puisse occuper et remplir l'éternité. Et l'infini, à l'infini, il faut l'inépuisable. Le jour où une femme qui passe devant vous dégage de la lumière en marchant, vous êtes perdu, vous aimez. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, penser à elle si fixement qu'elle soit contrainte de penser à vous. Ce que l'amour commence ne peut être achevé que par Dieu. Quelle chose sombre de ne pas savoir l'adresse de son âme. J'ai rencontré dans la rue un jeune homme très pauvre qui aimait. Son chapeau était vieux, son habit était usé. Il avait les coudes troués. L'eau passait à travers ses souliers et les astres à travers son âme. S'il n'y avait pas quelqu'un qui aime, le soleil s'éteindrait. Cosette fut dans une sorte d'étourdissement. Il lui semblait par moments qu'elle entrait dans le chimérique. Elle se disait « Est-ce réel ?» Alors elle tâtait le papier bien-aimé sous sa robe, elle le pressait contre son cœur, elle en sentait les angles sur sa chair, et si Jean Valjean l'eût vue en ce moment, il eût frémi devant cette joie lumineuse et inconnue qui lui débordait des paupières.